Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Je m'appelle Joël Bonin, je suis responsable de conservation de la nature pour le Québec et puis je vais être l'animateur de la soirée. Et ce soir, bien, vous avez une soirée conférence qui fait partie d'une série de conférences qui sont tenues à travers le pays. Il y a eu Toronto, Halifax, bientôt Vancouver. Et c'est grâce à un généreux donateur, TD, qui, par son programme de protection des forêts, de TD Forest Program, nous permet de tenir aussi des ateliers d'échange sur les enjeux de conservation des forêts. Nous avons, grâce au soutien de TD, protégé plusieurs milliers d'acres à travers le pays, 1 millier d'acres dans la chaîne des montagnes vertes au Québec, là, dans les cantons de l'Est, et également une forêt exceptionnelle là, de la pointe de la Gaspésie, une forêt côtière là, qui se trouve à la pointe Saint-Pierre, à l'extrémité est là, de la Gaspésie. Donc, merci beaucoup à TD pour votre généreux soutien. Puis, ce soir, bien, vous avez le programme avec une liste de 6 conférenciers là, qui m'accompagnent ici. Des gens au parcours très diversifié, aussi diversifié que les milieux naturels qu'on tente de protéger. Et qui, bon, vous avez leur biographie à l'arrière. Je vais prendre un peu de temps pour vous les présenter. Ils vont chacun venir à l'avant donner une présentation. Par la suite, on aura une période de questions et d'échanges. Donc, il y a 2 micros à l'avant. Vous pourrez venir poser des questions aux conférenciers. Et on va résumer la soirée. Il y a une réception par la suite du côté de l'Atrium. Vous serez en mesure de rencontrer les gens et de mieux connaître leur passion pour les forêts et leur connaissance surtout. The Nature Conservancy of Canada is known for protecting land. That's our business, our mission. And we do it with rigor, with science. We'll learn a lot about science today, but we'll learn also about passion, about why forest is so important. Donc, ce soir, 6 conférenciers. Je vous les présente brièvement. Vous aurez la chance de les connaître de par leur présentation, mais aussi vous aurez la chance de les rencontrer en personne par la suite. D'abord, Linda Rothenberg. Linda est une artiste de renommée internationale, photographe, qui, amoureuse de la nature, s'en inspire grandement. Vous le verrez dans le cadre de sa présentation. Léon Marino, vice-président environnement chez Cascade. Il œuvre depuis plus d'une douzaine d'années, mais a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'environnement. Léon, merci beaucoup, Cascade, de vous accompagner à nous. Jérôme Duprat. Comment présenter Jérôme Duprat? Une bête de scène. Hein? He's a rock star, for those who don't know him. Là. Il fait partie des Cowboys fringants, qui est un band rock francophone québécois engagé. Et essentiellement, Jérôme est chercheur aussi. Hein? Il y a 3 vies, au moins, père aussi. Chercheur et rock baseman. Et président d'une fondation. Le groupe des Cowboys fringants ont créé une fondation qui soutient la protection des milieux naturels. Karen Clark Whistler. Karen, c'est... she's the one who initiated that movement. She's the other CEO of TD. Hein? She's Chief Environment Officer, which is the new trend. And she's a moving, she's initiating things and she's making things happen. And thanks to you and thanks to TD to support us to make this happen. Sylvie Deblois, chercheure à l'Université McGill, maintenant à la tête de l'École de l'environnement de l'Université McGill, qui est aussi une spécialiste des changements climatiques et des enjeux sur l'écologie et les forêts en particulier. Merci beaucoup, Sylvie, de nous accompagner. Puis, mon amie Louise Gratton, qui a été pendant plus d'une douzaine d'années à la tête là, des activités scientifiques de conservation de la nature au Québec et qui maintenant œuvre d'une façon éclatée et sur le conseil, entre autres. Là, ça serait impossible de nommer la totalité des activités de Louise Gratton, mais elle est sur le conseil d'administration de 2 pays, une forêt, 2 country, 1 forest. It just tells you how big a forest can be. And how big the objective is to save a single forest that would overlap 2 countries.
Merci, Louise, d'être avec nous. Elle aura le mot de clôture. Et par la suite, comme je vous dis, je vais accueillir vos questions. Je vais prendre quelques minutes pour présenter Conservation de la nature. J'ai dit que c'était des gens. J'ai dit que c'était une organisation qui protège les milieux naturels. Je vois our president, John Lowndes, which is over there. And it is an organization that mostly work with people, mostly work with corporations, mostly work with local organizations, other groups that are doing the same thing as we do, that are getting and sharing knowledge with us. You know? Ces groupes sont dans chaque région du Québec. Hein? C'est des individus qui font partie d'organisations privées, de corporations, qui sont... les gouvernements soutiennent également ces initiatives-là. Mais ensemble, ce qu'on fait essentiellement, c'est de bâtir le patrimoine naturel québécois et de le rendre accessible aux prochaines générations. C'est le défi qu'on a devant nous. On en a fait beaucoup jusqu'à maintenant. Il nous en reste énormément à faire. Mais en apprenant, puis en échangeant ensemble, comme on va le faire ce soir, en apprenant des notions scientifiques les plus avancées, en découvrant qu'est-ce que signifie la forêt pour des artistes et en comprenant également ce que sera notre futur en termes de forêt avec les changements climatiques. Les gestes qu'on pose, on va les poser avec davantage d'aplomb et davantage d'assurance. Et je vous remercie beaucoup d'être ici, puis je vous remercie de nous soutenir de façon régulière. Sans vous, Conservation de la nature ne serait pas là. Vous êtes Conservation de la nature. Alors, sans plus tarder, j'invite donc la première conférencière, Linda, à prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Thank you for coming tonight. This is great. Just to, as a bit of an introduction, I've been a photographer for 30 years. It's a long time. It's my anniversary this year, actually. And it's nature. It's the Gaspé. It's the forest. It's the mountain. It's trees. Those are the things that have interested me throughout my career. And those are my projects that I've been working on. So this was a great pleasure for me to be invited here tonight to talk about the forest and as a place as a refuge for imagination. Because without places like the forest, we artists would have a very difficult time. As I walk through the forest, because that's what I decided to do, is bring it to the personal. I find a calm and a peacefulness descends upon me. I gaze above me and around me with the wonder of a young child. It's always like that. Most of the time, I feel protected and secure, as if I'm being watched over. But sometimes I have the sense that something or someone is lurking behind a tree and watching me. I guess those images come from stories I've been told as a young girl, or movies that I've seen, or poems that I've read. There are the stories about animals like the moose, who can suddenly appear beside you without a sound. Then there are the owls that watch you from above, or the elves that peek at you from behind their hiding places. I hear chipmunks screaming to all their friends that an intruder has entered their realm. And then, of course, there are the trees, the beautiful trees. They are the guardians of the forest, digging their roots further into the underground and reaching higher towards the sky. They stand tall, every shape, every form, and sometimes in harmony with each other, other times reaching out in every single direction. Just letting you enjoy the trees for a moment. Beautiful trees in the forest. As the sun goes down, the forest then becomes another place,
a place of magic, a place of danger, a place where strange things might occur, where strange people might live, and homes of monsters and witches and fairies. There are numerous folkloric stories and legends from all over the world that explore all these imaginative narratives and that storytellers recite and songwriters sing. There are enchanted forests, places of refuge and magical transformation. There's the forest where Little Red Riding Hood and Hansel and Gretel wandered. There are the elves, there are the ogres, there are the giants and the gnomes, there are the mythical creatures, and the vegetation consists of trees that talk, or branches that push people off their horses, or thorny bushes that open and close. Our own Mi'kmaq people tell stories about their 6 worlds, and it is always the forest where the characters and the events on these worlds are encountered. The further you go into the forest, the stranger the encounter is. And it is in the forest where reality becomes fluid. Within the Mi'kmaq universe, the forest is chaos, the unconscious, the unknown, a place where the map ends. And it is this beauty and mystery that I find compelling. For 6 years, my husband and I worked in 35 of the most beautiful botanical gardens of the world, all after midnight. I as the photographer, and my husband as the lighting master with his trusty flashlight. We were explorers in an unknown world, caught in the magic and the spiritual quality one finds in a refuge of that sort. In the garden at night, alone with the plants, the trees, and the quiet, our imaginations were free to imagine all sorts of possible stories. The forest at night or the forest during the day is the same for me. It's a place that always centers me and brings me back to my core and my roots. It's a primal place that forces me to confront my emotions of love and fear or confusion or anger. It's a place I like to walk when I need to think. A single leaf, a mossy stump, or a powerful tree, their presence and beauty all replenish me and fill me with hope. They also fuel my imagination, particularly at night. And it is my challenge to find the essence of this extraordinary place and communicate my feelings and emotions about what I am seeing before me. The forms, the textures, the light, they all call to me and ask me to be shown in a new and wonderful manner. And so, I herald the forest as an essential and vital place, a potent environment that is so important and necessary for our imagination and well-being. And I'm ending with this particular tree where I see people walking into a wonderful world. And hopefully that's all of us walking into the forest and maintaining the forest. Thank you very much. Bonsoir tout le monde. Merci à Conservation de la nature de nous donner l'occasion, Cascade, de vous dire quelques mots sur la forêt. Je rassure tous les gens tout de suite, je ne suis pas un expert en forêt. Je ne suis pas un scientifique dédié à la forêt, mais je suis un ingénieur qui a passé essentiellement ma carrière dans le domaine de l'environnement et qui travaille pour une compagnie responsable qui est en lien avec la forêt en partie. Alors, c'est de ça que je veux vous entretenir. On a parlé de milieu perturbé. Alors, on va considérer ce soir dans le panel que c'est moi qui viens du milieu perturbé, donc du milieu industriel. Alors, Cascade, vous connaissez peut-être, c'est un fabricant, dans le fond, de produits d'emballage et de papier tissu qui sont des commodités que tous et chacun nous avons besoin, heureusement ou malheureusement, mais ils sont faits de fibres issues de la forêt. Alors, la forêt est indispensable, c'est une ressource naturelle. Alors, chez Cascade, un peu pour vous situer, 80 de nos approvisionnements concernant justement cette fameuse fibre-là, c'est de la fibre recyclée. Donc, la fibre qui vient de récupération de vieux papiers. Et moi, selon moi, un des
incroyable réservoir de biodiversité sur Terre, c'est la forêt. Et la meilleure façon de conserver intacte cette biodiversité-là, c'est d'y toucher au minimum. Alors, c'est sûr que le volet de nos opérations qui font des produits de commodité à partir de fibres recyclées répond à cet objectif-là. Mais le message que je veux vous dire ce soir, c'est qu'il y a toujours bien un 20 chez nous qui sont de la fibre vierge, qui sont donc issus des forêts, qui soient soit du bois, des copeaux ou de la pâte. Et je vois trop souvent, j'ai vu trop souvent dans ma carrière cette espèce d'opposition-là qu'en fait, entre conservation et développement, c'est incompatible. Et si on va en forêt, bien, en fait, on détruit tout. C'est sûr qu'à partir du moment où on va en forêt, on fait de la coupe forestière, on a un impact sur la biodiversité. Par contre, aujourd'hui, je crois qu'il y a des balises qui sont données. On a fait, au Canada, je pense qu'on a pris un virage intéressant de par la pression du public, la pression d'ONG, la pression d'organisations comme Conservation de la nature. Et aujourd'hui, l'industrie a réagi à ça en disant, bien, effectivement, je pense que quand on sort de la fibre de la forêt, il faut la faire de façon responsable. Et donc, il y a possibilité aujourd'hui d'acheter... donc, nous, on n'est pas des opérateurs en forêt, on ne coupe pas d'arbres, mais on en a besoin. Donc, aujourd'hui, on s'approvisionne à partir de sources certifiées qui sont un certain gage de qualité et de pérennité de la ressource. Alors, par rapport à ça, je pense qu'il faut cesser d'opposer la conservation au développement et tenter de la concilier. Et aujourd'hui, on a des outils pour le faire. Et je pense qu'il faut cesser d'avoir une espèce de dialogue de confrontation parce qu'on va nulle part. Je pense qu'on a tout intérêt à essayer de joindre ensemble la conservation et le développement intelligent, le développement durable. Alors, il est possible de le faire, je pense, avec les forêts. Le Canada a pris un virage important. Je parle au nom de l'industrie forestière en partie. J'étais au CIFQ aujourd'hui. C'est sûr que les compagnies qui sont directement en forêt, effectivement, essaient de certifier leurs forêts. Nous sommes le pays qui a le plus de pourcentage de forêts certifiées. Est-ce que c'est un gage de pérennité à 100 %? Non. Mais c'est quand même des progrès importants. Puis le message que je veux vous dire, c'est que dans le fond, l'industrie n'est pas insensible à ça. Et je pense que comme compagnie, on doit essayer de trouver un juste équilibre entre le développement et la conservation. Alors, c'est possible de le faire. Il y a des compagnies qui sont responsables, peut-être dû aux pressions des ONG, pression de la population, mais on en est rendu là et c'est la réalité. Alors, je pense qu'il faut comme cesser d'opposer tout le temps ces forces-là. On a tout intérêt comme pays, comme province, à essayer de travailler ensemble. Il y a des exemples concrets qui fonctionnent. Encore une fois, chez nous, si on utilise 80 % de notre matière première qui ne vient pas directement de la forêt, mais qui est une deuxième, troisième, quatrième vie de cette fibre-là, qui est pour des produits de consommation de tous, bien, je pense que c'est des choses qui vont dans le bon sens et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Alors, l'industrie a mal à partir avec sa réputation de façon générale, mais je suis là pour dire, pas représenter nécessairement le secteur forestier, puisque Cascade, on n'est pas directement impliqué, mais la forêt, la conservation et son développement de façon, je dirais, durable, n'est pas incompatible. Alors, je pense que ça, c'est un message qu'il faut essayer de cultiver dans notre quotidien pour cesser de se tirailler. Et je ne suis pas certain que ça mène toujours à quelque chose de positif. Ça a servi à des éléments déclencheurs dans le passé, faire une prise de conscience sociale dans un premier temps, aussi faire bouger les gouvernements, les industries. Mais tout ça est en mouvement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si on travaille ensemble, parce que je pense que la plupart ont compris que si on voulait rester en affaires, on n'avait pas le choix aujourd'hui. Là, on n'allait pas cueillir des arbres dans une forêt sans être redevable envers des tiers. Alors, c'est là qu'on en est aujourd'hui comme industrie. Alors, on va continuer à essayer de maximiser notre fibre recyclée chez Cascade, mais étant une des compagnies qui a le plus haut taux de fibre recyclée, notre réalité, c'est qu'on a toujours besoin quand même de fibre vierge. Alors, le message, c'est qu'il faut avoir accès à cette ressource naturelle-là, mais de façon intelligente pour qu'elle soit utile à nous et aux générations futures. Et ça, je pense que c'est dans le domaine du possible. Alors, merci pour votre attention. Bonsoir, ça va bien? Oui, merci d'être là. Merci de me donner l'opportunité de parler de Réseau vert, de la façon dont on peut recréer la foresterie en milieu urbain.
Alors, le temps est en cours. Je saute immédiatement au pourquoi restaurer cette foresterie. Cette forêt urbaine, tout simplement parce qu'elle a été beaucoup harnachée, beaucoup érodée dans les dernières années. Dans les milieux nord-américains, c'est beaucoup à cause du contexte de l'étalement urbain. L'étalement urbain, à Montréal, dans les autres grandes villes du Canada, des États-Unis, c'est quoi? C'est un bâti de faible densité d'espace, une dépendance importante à l'automobile et de la création de réseaux routiers, une forte demande spatiale qui repousse toujours la demande sur des territoires agricoles, forestiers, des milieux humides, donc une transformation de l'espace. Et au final, quand il nous reste ces milieux naturels, ces espaces-là, ils sont souvent dégradés en termes de qualité, de quantité et sont souvent très fragmentés. Dans la région de Montréal, un exemple ici, c'est sur l'île de Laval, en 1998. On peut remarquer un développement immobilier, un milieu humide au centre, une forêt urbaine qui nous rend une panoplie de services, de services écosystémiques. Je pense que Karen en parlera par la suite de ces services. On voit que quelques années plus tard, il y a eu une transformation. Cet étalement-là, le milieu humide est devenu un terrain de golf. Donc, il faut répondre à ces besoins d'espace, mais il faut aussi garder en tête que la forêt urbaine, c'est aussi notre milieu de vie, notre qualité de vie. Donc, dans la région de Montréal, de 1966 à 2010, il y a eu cette expansion du cœur urbain au détriment de quoi? Au détriment un doublement du cœur urbain, c'est la ligne bleue que vous voyez, au détriment du territoire agricole et la ligne mauve au détriment de 20 000 hectares de forêt. Donc, ces 20 000 hectares-là sont disparus, sont difficiles à recréer dans leur dynamique d'origine, dans leur dynamique de réseau vert. Qu'est-ce que ça crée, cette perte de milieu naturel? Ça crée une perte de connectivité écologique. Qu'est-ce que la connectivité écologique? C'est le pouvoir des organismes vivants et de la matière de circuler, donc de maximiser la résilience, la survie aux facteurs de pression. Vous voyez en 66, en 81, en 2010, la connectivité qu'on a perdue dans la région. On a des sols qui sont beaucoup moins vivants quand on les artificialise. On a une biodiversité qui est menacée. C'est une série d'espèces qui ont des statuts précaires, la rainette faux-grillon, la tortue molle à épines, l'ail des bois, le pic à tête rouge, le petit blongiot, la salamandre sombre des forêts, toutes des espèces qu'on retrouvait dans des habitats de la région qui sont aujourd'hui menacés. Des îlots de chaleur, vous voyez ici comment une forêt urbaine peut changer la dynamique de régulation du climat local. Un terrain industriel dans la ville Saint-Laurent, 41 degrés Celsius en été, alors que quand on se retrouve dans un parc urbain, on est à 23 degrés Celsius. Les impacts de ça, c'est comme les impacts de la filtration de l'air que peut nous donner une forêt urbaine, c'est des impacts sur notre santé, la santé humaine. Le smog, à chaque année, crée à Montréal 1600 décès prématurés. Donc, des gens qui ont une précarité, des gens plus âgés, des nouveau-nés, des gens asthmatiques qui décèdent dû à cette mauvaise qualité de l'air ou un climat local qui est de beaucoup diminué. Alors, comment essayer de répondre à ces problématiques-là? Depuis quelques années, on parle beaucoup de ceintures vertes. Donc, qu'est-ce que c'est les ceintures vertes? C'est une façon de protéger les milieux naturels en région urbaine. Donc, né dans les années 30-40 dans la région de Londres, on voyait à Londres le cœur urbain s'expandre, grandir. Donc, on a voulu contrôler cet étalement urbain en créant une ceinture de verdure autour de la ville pour limiter l'expansion. Le modèle a fait effet, a été répliqué dans plusieurs villes au Royaume-Uni. La première ceinture de verdure au Canada, c'est celle d'Ottawa dans les années 60. À Sao Paulo, à Toronto plus récemment en 2005, on a protégé autour du cœur urbain. Mais on se rend compte aujourd'hui avec plusieurs recherches sur justement cette connectivité que protéger un pourtour d'une région urbaine, ça ne protège pas l'ensemble de l'écosystème. On doit permettre aux espèces, aux végétales comme animales, de pouvoir se distribuer non seulement au pourtour, mais à l'intérieur aussi de ces systèmes. Donc, aujourd'hui, on fait intervenir la science des réseaux, le networking, dans notre planification des réseaux verts en milieu urbain. Qu'est-ce que ça veut dire, ici, dans notre cas à Montréal? Bien, c'est de repenser la façon dont on plante nos arbres, on protège nos espaces verts, on reforeste notre territoire. Donc, qu'est-ce que ce serait, en fait, de créer ce maillage, ce treillis, cette trame verte dans la région de Montréal? Ce serait de pouvoir protéger nos ensembles forts, nos noyaux de biodiversité, les montagnes montérégiennes,
les grands corridors écoforestiers de Châteauguay-Léry, du nord de Montréal, et de les connecter à travers des corridors verts qui permettent une circulation d'espèces, une circulation de graines, une circulation de variétés, de génétique pour permettre une migration de nos espèces des montagnes du Vermont jusqu'aux Laurentides, une connexion du lac Saint-Pierre avec le grand bassin, le grand domaine bioclimatique de l'érablière à Carrier. Donc, voilà comment on peut penser à des corridors ici dans le milieu urbain. Je vous disais, il faut protéger ces grands noyaux de biodiversité qui sont les cœurs restants de nos forêts primaires, mais il faut pouvoir les interconnecter. Il faut que les doigts de verdure puissent pénétrer dans notre treillis urbain. Et ça se fait comment, ça? Ça se fait en créant des corridors. Corridors naturels qui sont à l'intérieur de secteurs d'activité. Vous parliez de l'industrie forestière, on parle aussi de l'agriculture, donc la foresterie durable, des pratiques agro-environnementales, du reboisement urbain qui permettent de reconnecter ces grands ensembles des cœurs de biodiversité. Il ne faut pas oublier l'humain dans ces écosystèmes-là. Il faut leur permettre de pouvoir avoir accès au milieu naturel parce qu'on protège mieux ce qu'on connaît. Il faut permettre aussi de bien sensibiliser le public, de passer les messages sur l'importance de la santé des écosystèmes qui devient la santé des êtres humains. Donc, un petit peu de pratico-pratique. Qu'est-ce que c'est dans la région de Montréal, nos grands cœurs de biodiversité? Il y a un travail qui a été fait à la fois par les institutions publiques, la communauté métropolitaine de Montréal et les ONG, la Fondation David Suzuki, qui nous disent qu'on a plus de 80 grands boisés exceptionnels qu'on doit absolument protéger. Donc ça, ici, notre stratégie, si on veut créer le réseau de verdure dans la grande région de Montréal, c'est de dire « protégeons ça et pas touche ». Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on permet à ces ensembles-là de se connecter. Comment on détermine où doivent être ces corridors-là? C'est en fait en designant des corridors, des potentiels de migration. Donc, vous voyez ici, ça, c'est un travail qui a été fait par mon ami Andrew Gonzalez à l'Université McGill qui nous dit, pour le crapaud d'Amérique, voici le crapaud, il vit dans ces domaines-là, dans le bois de l'Équerre, ici à Laval, dans certains autres secteurs, mais il y a des corridors potentiels qu'on pourrait restaurer avec de la foresterie urbaine, avec des pratiques agro-environnementales, avec des pratiques de foresterie durable. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire, de connecter l'ensemble de ces territoires-là pour qu'au final, entre 2000 et 2050, on n'ait pas perdu le potentiel de réseau du territoire et qu'on puisse garder une certaine connectivité, un certain terrain de passage pour les espèces dans la région. Donc, voici comment on peut designer cette connectivité. C'est qu'on base sur les données biophysiques. On regarde qui est propriétaire de ces terrains-là. C'est le travail que fait Conservation de la nature, c'est d'aller cogner aux portes, d'aller dire aux gens, sur votre terrain agricole, forestier, vous avez un écosystème précieux qui est très, très pertinent pour la migration des espèces entre ces grands noyaux de biodiversité et nous allons protéger avec des servitudes de conservation, des dons écologiques, ces grands corridors-là qui forment la trame verte du Grand Montréal. Je termine rapidement avec deux éléments qui nous disent que cette trame verte-là, elle est pensée, mais elle est déjà en action. Il y a des projets publics qui la font vivre. Le projet, par exemple, Sauverdier de la Ville de Montréal, qui pense aux ruelles comme grande arme de reboisement, de reverdissement pour créer ces corridors-là. Il y a un projet qu'on a fait aussi avec la Fondation des Cowboys fringants, nos amis du Jour de la Terre et de la Fondation David Suzuki, qui est de planter 375 000 arbres pour le 375e de Montréal. Des arbres qui sont plantés dans cette optique de connectivité. Donc, ce n'est pas des arbres qui sont plantés à gauche, à droite, mais dans l'optique de reconnecter nos noyaux de biodiversité. On a fait un grand concert le 10 mai au Centre Bell où on a rassemblé 12 000 personnes qui ont non pas acheté des billets en termes de dollars, mais en termes d'arbres. Il y a des gens qui voulaient être un peu plus haut dans le pit, ça c'est un arbre. Des gens sur le parterre à 5 arbres. Tout ça pour dire que quand c'est important de penser en termes de foresterie urbaine du côté biophysique, du côté socio-économique, mais du côté humain aussi. Donc c'est des gens qui s'approprient cette trame verte, c'est des gens qui reconstruiront cette ceinture verte. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée.
Good evening, everybody. I'm Karen Clark-Whistler. I'm the Chief Environment Officer of TD Bank Group. And thank you for allowing me to be here in this most beautiful city in Canada, and I'm not even from here, and during National Forest Week. I think for me, the vision of Montreal is always the vision of the mountain and the tree-lined streets, and the realization now that in Montreal, you are living in the oldest urban forest in Canada. The topic I want to talk about tonight really builds on what Jerome has said. I want to talk about how a healthy environment and a healthy urban forest can be equated to a healthy economy and will be one of the signatures of cities of the future that are able to attract the industry and the talent to have a vibrant city and win in the North American economy. So my topic is urban forests, and my topic is the value of urban forests. Now, when I talk about value, remember I work at a bank, so when we talk about value, we're talking about dollars and cents. And whether some of you who are naturalists might object to trying to put a financial value on the forest, I think you'll see from some of the work that we have done that there is tremendous financial value in our forests, our urban forests, and these are values that maybe we need to start bringing out as we face development where often we're losing green space for an improved tax base. So when we talk about urban forests, these form the backdrop of our lives. I think we take them for granted, but they are vital to our well-being. We take our kids there, we walk our dogs there, we enjoy peace there, but there are many other benefits of urban forests, including environmental benefits. And Jerome touched on some of those, but some of the key benefits are reducing flooding, reducing energy use through shading and protection from wind, purifying the air, and sequestering carbon, and all of those can have a value put on them. Why is it so important that we start doing this? Well, the reality is that the world is urbanizing. The world is urbanizing very rapidly, and even here in Canada, where we think of ourselves as having all of this natural space, 85% of us live in cities. The population of Toronto is estimated to be 9.2 million by 2036. That's the size of London, England. Here in Montreal, we are predicting that in 15 years, the population will be 5.2 million. Lots of this development is happening through densification, and densification is often occurring at the cost of green space. So like I said, at TD, we decided to try to put a value on it. And we worked with our TD economics team to start off by looking at the value of Toronto's urban forests. And we put a paper out on this earlier this year. And what we found, frankly, astounded us. In Toronto, there are 10 million trees. Most of those are quite mature trees, and they actually have a value of the wood of approximately $700 per tree, which means that just the standing stock of wood in the city of Toronto is worth $7 billion. When we started putting a value on some of the environmental benefits that I've spoken about, that added another $80 million each and every year of environmental benefits provided by urban forests in Toronto, saving our residents approximately each and every taxpayer $125 per year through environmental benefits provided by Toronto's urban forest. So what about Montreal? Well, to be honest, when we put out the Toronto paper, I had to pull in some of my favors owed to get our economics team to do this work. Frankly, they're used to doing housing statistics and, interesting stuff like that. And in fact, they didn't even really want to put a press release out about the urban forest paper. So you can imagine the astonishment when our chief economist called me and said, I have never had a paper that we've ever released with so many requests for interviews and follow-ups of this urban forest paper.
So being quite market savvy, we thought, okay, we're going to do some more of this. I was able to then convince him quite easily. So just yesterday, we actually put a paper out looking at the value of urban forests in Montreal, Halifax, and Vancouver, which you can download. So what about Montreal? Montreal has about 6 million trees, which is equivalent to about 2 trees per person. As I said, Montreal's urban forest is the most mature urban forest in all of Canada, and therefore each tree is worth approximately $750, making the value of Montreal's urban forest just in this tree stock equivalent to $4.5 billion. On top of that, we were able to calculate approximately $24 million each and every year of environmental benefit. That's enough to reduce people's water bill by 4% and save the energy of 1,000 houses each and every year. When we compared Montreal and Halifax and Toronto, what we found was each city's urban forests have unique characteristics, and this is a very, very important finding for the purposes of municipal planning. So, for example, when we look at Montreal with its very mature trees, the main benefit being provided by the trees in Montreal is flood control and water retention. Those trees suck up a lot of water. On the other hand, we look at Halifax, which has many more trees, but they're very small, poplars, very young trees. And so they're much faster growing, and the benefit that Halifax is receiving from its urban forest is mainly coming through air quality purification and through carbon sequestration because of the rapid growth of the trees. So then we did another study, and that was just simply to understand, now we know how valuable trees are, and we can start building these into our planning models. Do Canadians really want this? And again, what we found quite astonishingly was 96% of those surveyed, which was a national survey, felt that trees and urban green space were among the most important characteristics of their cities that they valued. And they wanted more trees, more shade, and by the way, more park benches, if there are any councillors here tonight. And furthermore, 95% of those asked supported volunteering community tree planting and said they would be willing to get out and help plant, which is great because for us, TD plants 50,000 trees a year, and we're always looking for volunteers. And I think Jerome was saying there's a program in place now to increase the canopy coverage in Montreal and the number of trees, so folks, get out your shovels. So just in conclusion, I am really not sure of what the future of cities will look like. I know in Toronto we're not building out, we are building up. But I do know that healthy economies equal a healthy environment, and that means that there are going to be a lot more trees in successful cities of the future. Thank you. Bonsoir. Pardon. Mon nom est Sylvie de Blois. And tonight I will talk about uncertain futures. So perhaps that connects to some of the talk we heard tonight. I'm a researcher, and therefore my perspective on forests would be one of a scientist. But before I share this perspective with you, I'd like to start by sharing a much more personal and intimate experience about forests. Imaginez un magnifique matin d'été. Le soleil brille, l'air est pur. Je suis dans la vallée du Ruyter, près de Mansonville, dans les cantons de l'Est. Je suis au cœur des monts Sutton et des montagnes vertes, un territoire forestier tout simplement exceptionnel au Québec. Il est en grande partie protégé, ce territoire-là, grâce aux efforts soutenus de conservation de la nature et de ses multiples partenaires. Je pense qu'on va en entendre parler un petit peu plus peut-être avec Louise tout à l'heure.
Je suis là, je suis heureuse de profiter de cette belle nature et j'attends tout simplement ma mère qui doit venir me visiter pour profiter de cette journée en famille. C'est la promesse d'un beau dimanche à la campagne, quoi, comme on aime les dimanches d'été. En effet, la journée s'annonce magnifique, mais alors que ma mère est en route, je reçois un appel d'un autre membre de ma famille. C'est le genre d'appel qui vous apprend une nouvelle qui fait brusquement basculer votre vie. Ma mère ignore tout de la mauvaise nouvelle qu'on vient de me communiquer et je dois la lui apprendre à son arrivée. Alors que nous sommes assises en silence près d'un étang forestier, celui-ci en fait, en train de considérer un futur devenu brusquement incertain, je ne peux imaginer de meilleur contexte que cette forêt qui nous entoure et nous rappelle nos liens inéluctables avec la nature. À ce moment précis, la forêt nous ramène à l'essentiel, au temps qui passe, au grand cycle de la vie, à l'interdépendance des relations et à l'importance d'être résilient face au changement. From a scientific point of view, notions of time, of sudden changes and uncertainty are at the very core of research on biodiversity, on forests, and on climate change. While we've been hearing about climate change for decades now, it's difficult to predict with certainty what the future will hold. En effet, je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce que 1 ou 2 ou 3 ou même 4 degrés de changement dans les températures moyennes globales peuvent-ils bien signifier? Mais d'abord, si on pense à 4 degrés ou plus de refroidissement global, si on avait ce qui était prédit, ça nous ramènerait dans le passé vers une ère glaciaire, comme on en a connu il y a plusieurs milliers d'années. Ce serait certainement difficile alors de rester indifférent, n'est-ce pas, si on parlait d'un refroidissement nous ramenant à une ère glaciaire. Pourtant, les climatologues prévoient avec leur modèle un réchauffement du même ordre, mais dans ce siècle. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est un changement qu'on considère extrêmement brusque à l'échelle géologique. Je suis biologiste, comme d'autres ici. Alors, il faut traduire ces informations climatologiques en informations biologiques. La question évidente pour moi, c'est comment ces prévisions climatiques vont-elles se traduire en termes de répartition des espèces? C'est une question que mes collègues et moi avons posée dans cette publication qui est parue au printemps. Nous avons modélisé les répartitions futures des conditions climatiques favorables à près d'1 millier d'espèces d'arbres, d'autres plantes, d'oiseaux et d'amphibiens. Et les réponses que nous avons obtenues remettent en question plusieurs de nos paradigmes écologiques. Il suffit que l'on comprenne à quel point le climat structure nos forêts pour réaliser l'ampleur des changements anticipés. On sait bien là, tous que le potentiel forestier autour de Montréal est bien différent de celui autour de la baie James, par exemple. Si je vous montre ici des isothermes, qui sont des régions qui ont les mêmes températures annuelles moyennes, du sud au nord du Québec. Quand on combine plusieurs modèles climatiques, on peut prévoir d'ici la fin du siècle un déplacement vers le nord de ces isothermes de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres. Ça veut dire tout simplement que les conditions climatiques favorables à une espèce en particulier, par exemple l'épinette noire ou le sapin ou l'érable à sucre, pourraient aussi se déplacer de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces espèces? Dans certaines régions, en effet, elles pourraient subir des stress climatiques très importants. On prévoit, par exemple, que l'érable à sucre, notre emblématique érable à sucre, pourrait subir d'ici la fin du siècle un stress climatique sur environ 80% de son aire de répartition au Québec. D'autres régions qui n'étaient pas favorables pourraient le devenir, mais alors l'espèce pourrait-elle s'y établir naturellement? Étant donné qu'il y a beaucoup de barrières à la migration dans nos paysages fortement humanisés, c'est une question que Jérôme vient d'explorer, on comprend pourquoi. Alors, pourquoi donc, dans ce contexte
se préoccuper des forêts. Dans le titre de ma présentation, vous aurez noté que je parle de futurs incertains, uncertain futures, au pluriel. C'est que ces prévisions sont basées sur la moyenne de différents scénarios climatiques, scénarios qui dépendent eux-mêmes de différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, qui dépendent quant à eux de différents scénarios économiques ou écologiques. Autrement dit, quand on coupe ou brûle la forêt, quand on choisit ou non de reboiser, on influence le futur et possiblement l'ampleur des changements à venir. Nos études révèlent aussi l'importance de faciliter la migration de milliers d'espèces en préservant des habitats forestiers sur leur route. Certainement un concept qui trouve écho avec ce qu'on vient d'entendre avec Jérôme. Enfin, nos études révèlent la grande vulnérabilité de nos forêts au changement climatique et l'importance de réduire autant que possible les autres facteurs de stress sur la forêt pour préserver une certaine résilience des écosystèmes forestiers. Donc, le grand défi des écologistes, des conservationnistes et des exploitants de la forêt dans ce siècle sera de gérer la transition vers un nouveau régime climatique dans un contexte d'incertitude élevée. Il y a encore plusieurs futurs possibles et chacun de nos choix aujourd'hui peut nous orienter vers une direction plutôt qu'une autre. Ces choix doivent bien sûr être informés par la science, et vous avez plusieurs scientifiques ici pour en témoigner. Et il est certainement notre plus grand intérêt de préserver ce formidable patrimoine naturel qu'est la forêt pour la biodiversité et les collectivités qui en dépendent. Mais, au bout du compte, nous avons peut-être tout simplement besoin de la forêt pour nous ramener à l'essentiel quand nous aurons tous, un jour ou l'autre, aussi à faire face à un futur incertain. Merci beaucoup. Thank you very much. Alors, je m'appelle Louise Gratton. J'aimerais remercier les précédents conférenciers parce qu'ils ont parfaitement mis la table pour ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors, je vous parle d'une perspective beaucoup plus globale. Vous savez qu'on a perdu 50% des forêts de la planète pour l'agriculture, la plantation, le développement résidentiel, commercial, industriel, les infrastructures routières. Le reste, nous nous en sommes appropriés pour le bois, dont nous avons converti en combustible, en matériaux de construction ou en fibres. En fait, le capital forestier ou de forêts intactes a peu à peu été réduit à seulement quelques endroits sur la planète, notamment les forêts tropicales dans le bassin de l'Amazone ou le grand pan de forêt boréale qui va du Québec jusqu'à l'Alaska. Alors, on voit la répartition de la forêt originale, en fait, la forêt qui existe. Et dans les zones vertes, ce sont les endroits où on a encore des blocs forestiers de plus de 500 km² intacts. Alors, le sud du Québec, on se trouve dans le sud du Québec, on se trouve dans le biome de la forêt tempérée, où la grande majorité de la population habite. Ce biome se retrouve sur tous les continents de l'hémisphère nord, entre le 30e et le 50e degré de latitude. Il est également présent dans l'hémisphère sud, mais en beaucoup plus faible importance. Le sol y est fertile grâce à une litière qui se compose très rapidement. Il n'est donc pas étonnant que ce biome-là ait connu la plus forte humanisation au cours des derniers millénaires. Mais il existe aujourd'hui, dans cette forêt, seulement 3,8% de forêts intactes. Et c'est en Amérique du Nord que cette forêt demeure actuellement la mieux représentée, soit dans l'est du Canada et de la Nouvelle-Angleterre, où elle couvre encore aujourd'hui les plus grandes superficies. On n'a pas tendance à passer à la forêt tempérée de cette façon-là, mais c'est vraiment ce qui se passe. Même que les résultats de recherche à l'aide de documents d'archives nous ont appris que la forêt tempérée précoloniale, celle qui était là avant que nous arrivions, était différente et que 87% du paysage était composé de peuplements feuillus âgés de plus de 150 ans. Bien qu'il existe encore aujourd'hui des peuplements forestiers qui ressemblent à ce qu'on connaissait autrefois, la réalité aujourd'hui est tout autre. En Estrie, par exemple, les feuillus intolérants, donc ceux qui aiment mieux
être à la lumière, comme l'érable rouge, le bouleau gris et le peuplier et le sapin baumier, se retrouvent maintenant en abondance dans les forêts des peuplements forestiers marchands. Alors, sur cette photographie-là, ce qu'on voit, c'est le gris plus foncé, montre à quel point il y a un écart entre la forêt précoloniale et la forêt qu'on a aujourd'hui. La Commission d'études sur la gestion de la forêt publique québécoise, ou ce que les gens appellent et connaissent sous le nom de la Commission Coulombe, a aussi mis en évidence le mauvais état de la forêt feuillue après 3 siècles d'utilisation. L'impact des activités forestières a occasionné, entre autres, la diminution des proportions de forêts mûres ou surannées et des modifications de l'organisation spéciale des forêts. Et on l'a vu, évidemment, des exemples criants proches des grands centres urbains ou par exemple, la plaine de Montréal. Mais surtout, le dommage le plus important a été la diminution des superficies et la fragmentation. Si on va dans les endroits où il reste encore des grands massifs forestiers, comme dans les Appalaches, j'ai une diapo pour ça? Oui, je pense que oui. On se rend compte que les principales menaces qui résident encore sont la conversion à d'autres usages, la dégradation et la fragmentation causées par le développement, l'exploitation forestière qui, même si les pratiques se sont considérablement améliorées, puis j'en conviens, et puis il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais les forêts matures continuent de disparaître. Les espèces envahissantes et les pathogènes s'introduisent de plus en plus rapidement. La pollution atmosphérique est également une menace. Et finalement, on vient de l'entendre, les changements climatiques. Et il est même possible que ces changements climatiques soient plus sévères qu'on le cru parce qu'on travaille déjà avec une forêt qui est déjà très stressée. Dans le rapport du bureau en chef qui a été produit en 2012, pourtant, il est question de création d'aires protégées pour assurer la conservation permanente d'une portion importante des écosystèmes forestiers, et plus particulièrement du rôle qu'elles jouent dans la conservation des habitats essentiels et des nombreuses espèces animales et végétales, de même que le maintien des processus écologiques. Le réseau doit assurer la protection des éléments représentatifs, qu'ils soient communs ou rares, qui définissent la biodiversité du territoire, et les superficies des aires protégées doivent être suffisantes pour maintenir les processus écologiques et les populations viables. Il est également question d'assurer la connectivité, on en a parlé un petit peu, entre les aires protégées et de moduler l'exploitation forestière dans les zones tampons à leur périphérie pour réduire les effets négatifs des activités humaines. Or, aucun objectif sur la répartition de ces aires protégées, leur taille et la largeur des zones tampons, pas plus que sur les pratiques forestières, n'est précisé. Dans les Appalaches, on estime que les aires protégées devraient avoir plus de 100 km² pour préserver des populations viables de plusieurs espèces de la flore et de la faune. Alors, on s'est donné cette vision. Et puis, on se dit, pour préserver plusieurs espèces, ça prendrait au moins 100 km² avec une zone périphérique où on ferait des activités qui ne viendraient pas diminuer l'intégrité écologique de ces aires protégées, qui seraient reliées à d'autres aires protégées par des corridors. Alors, c'est un peu le modèle dont on parle, mais on n'a pas de balise. On ne sait pas encore c'est quoi la superficie et la quantité de corridors qu'il va falloir avoir pour maintenir cette biodiversité. Qui plus est, il y a des espèces pour lesquelles 100 km², c'est même pas assez grand. On parle du lynx roux, de l'orignal, du lynx du Canada, de l'ours, pour lesquels on sait que 100 km², c'est pas suffisant et qu'il va falloir maintenir et même restaurer la connectivité dans bien des cas. Je vous donne un exemple, juste pour que vous visualisiez qu'est-ce que ça représente. Voici, toujours dans la forêt tempérée, le parc national de la Mauricie. Ce que vous voyez, les points que vous voyez, c'est des meutes de loups. Le parc national de la Mauricie fait 536 km² et il ne peut accueillir que 2 meutes de loups. Est-ce qu'on peut vraiment parler de population viable? Les solutions auxquelles sont arrivés les écologistes sont de conserver des écosystèmes forestiers à l'échelle de populations fonctionnelles, de s'assurer que les animaux puissent se déplacer d'un habitat à l'autre pour combler des besoins essentiels à leur survie, comme s'abriter, se nourrir, se reproduire et se disperser,
De créer un réseau résilient d'aires protégées. On a utilisé le mot résilient, et puis peut-être que face au changement climatique, c'est probablement le mot le plus important qu'il faut retenir. De créer un réseau résilient d'aires protégées, de forêts exploitées durablement et de corridors de manière à prévenir la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques qui pourraient accompagner les changements climatiques. Il faut aussi sensibiliser la population et les décideurs à l'interdépendance entre les communautés humaines et les communautés naturelles et à l'importance de gérer notre capital nature avec comme objectif de subvenir aux besoins d'au moins 7 générations dans le futur. Les objectifs de conservation doivent être établis en fonction de ce qui est indispensable pour protéger la nature dans toutes ses dimensions. L'objectif de 12 % qui a été revisé à 17 % et qui a été adopté par la communauté internationale comme cible pour les superficies mondiales d'aires protégées est dénué de fondements scientifiques. On s'est simplement dit que ce serait un bon premier pas satisfaisant vers un futur meilleur, mais qui n'est pas précisé. On était surtout persuadés que le développement durable aiderait à maintenir la nature sur les terres qui, elles, n'étaient pas protégées. Comme cette situation-là ne se produit pas assez rapidement, il y a plusieurs conservationnistes qui ont modifié cet objectif concernant les aires protégées, puis qui aujourd'hui suggèrent la conservation d'au moins la moitié de la planète, des terres et des océans. L'idée qu'il faut protéger 50 % de milieux naturels sur la planète a fait son chemin, endossée par plusieurs chercheurs les plus reconnus dans le domaine, et cumulant les résultats de diverses études, ils sont arrivés à la conclusion que ce chiffre se situait en effet entre 25 et 75 %. Et plus récemment, l'éminent spécialiste de la biologie évolutive, Edward Osborne Wilson, celui-là même derrière la théorie de l'hylogéographique qui est à la base de la discipline du domaine de la conservation, la biologie de la conservation, arrivait à la même conclusion, allant jusqu'à qualifier la 6e vague d'extinction des espèces en cours comme un holocauste biologique. La moitié pour la nature, c'est un principe de précaution. Reste à savoir si nous saurons comprendre cet important avertissement à temps. L'urgence d'agir pour préserver les derniers grands écosystèmes forestiers et pour restaurer la connectivité est bien engagée dans les Appalaches nordiques. Des initiatives comme celle de 2 pays, une forêt et de Staying Connected, auxquelles adhèrent plus de 50 organismes de conservation de chaque côté de la frontière et qui œuvrent dans cette écorégion, ont pavé la voie. Au Québec, en agissant directement sur le terrain pour mettre en œuvre cette vision, des organismes comme Conservation de la Nature Canada et le Corridor appalachien ont compris ce message et font la démonstration que de se fixer des objectifs ambitieux en matière de conservation donne des résultats remarquables pour la biodiversité. Et je vous laisse sur cette dernière diapositive où on voit le territoire du corridor appalachien. Ceux qui connaissent le lac Brome et le lac Memphremagog peuvent s'y resituer, où les 2 organismes, Conservation de la Nature Canada et Corridor appalachien, collaborent avec d'autres petits groupes de conservation. Et en rouge, vous voyez les gains qu'ils ont faits depuis seulement 10 ans. Je vous remercie. Je vais inviter nos conférenciers, tous exceptionnels. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais j'ai vraiment l'impression de vivre un moment particulier. Du fond de mon cœur, j'aimerais vous remercier. Linda, vous nous avez, in your colorful language, you provide us the meaning of forests and trees for our spirit, and that's really a message of hope, and I appreciate. And Léon, vous nous avez expliqué assez simplement qu'il y a des luttes qui sont inutiles et qu'il y a des éléments essentiels dans notre forêt. C'est finalement essentiel à notre survie aussi, survie économique au niveau de nos services, mais aussi qu'en tant que consommateur, on peut être responsable. Puis,
partenaires. Merci beaucoup. Attendez un peu, là, c'est Jérôme. Percutant. Jérôme. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça qu'on... Les Timbits et puis le beigne. Mais Jérôme, vous nous avez donné la chance de voir, de regarder en arrière les mauvais pas, les faux pas, ou enfin, bref, la trace de nos pas, et puis de regarder en avant, puis de voir en sorte que la nature, ça s'exprime aussi où on vit. Puis, j'ai trouvé que vos images aussi étaient encourageantes. Et probablement que ça reprend un peu l'idée d'ambition qu'on a entendue en conclusion. Karen, you put numbers. I don't know how come bankers are always putting numbers. And these get bigger and bigger. And one of these days, we won't have the name for those big numbers. But billions is impressive. And annual returns is also impressive. But obviously, again, that's our living place, and that's our money, our asset. And we are grateful for TD and yourself, Karen, to share with us that knowledge that we are rich of something, and we could be even richer in the future. Louise, oh ben Sylvie, je ne vous voyais pas là. Wow. Anyhow. Alors, Sylvie, c'est préoccupant. Le mot est simple, c'est préoccupant. On est vraiment à un moment charnière, puis vous nous l'avez exprimé avec drame. Hein? Et puis, à ces moments-là, il faut prendre des décisions, puis il faut agir, puis vous nous l'avez montré. Je veux dire, c'est pas, on ne peut pas juste regarder les choses passer devant nous. À un moment donné, il faut poser un geste. Puis, je ne sais pas comment vos étudiants survivent votre cours. Ils doivent être tous préoccupés pour le reste de leur vie. Mais je suis pas mal certain qu'il y en a un bon pourcentage qui s'engage dans le mouvement environnemental. Grâce à vous, Sylvie, merci beaucoup. Louise, j'ai beaucoup aimé les meutes de loups. J'imagine que la grandeur de la forêt, pour avoir une population viable de Louise Gratton, elle est incroyable, Louise. Et merci, ambitieuse. Soyez à l'écoute du message. C'est vous qu'on recherche dans la population. C'est les gens qui pensent grand et qui veulent agir à cette échelle-là. Vous êtes choyés ce soir, comme je le suis. Je vais donc là, diriger les questions. Il y a des micros, mais je vois aussi que la salle permet probablement aux gens, là, ceux qui sont plus loin, là, de se déplacer, de poser les questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent, mais je pourrais ouvrir le plancher avec une première question, si vous me permettez. Là, mais oui. I have a question in English, if you don't mind. Karen, could you tell us, I had the benefit of having the answer earlier today, how did the bank ever get involved in forests? Well, I think it's something that we need to do this. Okay. Thanks a lot. Obviously, we've had an environmental foundation for 25 years, and a lot of the work involved in that did have a link into forests and conservation. But most recently, we initiated a program around, saving paper. And one of the... Don't worry. We're not in the paper. We use your paper, so all is well. But one of the things, our customers live mainly in urban settings, and what we wanted to try to do was bring an awareness to people that using paper actually has a link to trees and has an environmental impact. Now, what we weren't trying to do was say anything about responsible forestry, but what we wanted to do was to say you can kind of calculate the amount of paper, how much tree that is equivalent to. And so we set up a program to say we'll protect critical habitat area equivalent to the amount of paper that we use.
And that started a 5-year partnership with the Nature Conservancy of Canada, where we have been working to protect critical habitat across the country. And we had a lot of fun, and I know Kyria was part of that fun, and I think Louise, around literally how do you actually define a tree for the purposes of equating it to paper and protected areas. So I can tell you the Nature Conservancy of Canada really knows their trees, because we were able to come up with a calculation that allowed us to do that. So thanks. Merci, Karen, pour cette réponse. La consommation, nécessairement, on peut la contrôler et on peut poser un geste comme la Banque TD. Est-ce qu'il y aura une autre question pour... Oui, Francine? Oui, oui. Thank you everybody for being here. Merci beaucoup d'être ici. Peut-être vous dire merci pour les objectifs audacieux. Je pense que c'est nécessaire. Merci pour les petits trucs pratico-pratiques et aussi le message de travailler ensemble. Je réfère à Léon parce qu'on vient un peu du même monde. Ma question, c'est que souvent les objectifs, on peut s'entendre, on peut les définir. La réalité, si on prend le sud du Québec, c'est une question de capacité financière à payer, c'est une question souvent de conflit entre développeurs ou des gens qui veulent faire la différence. Et j'aimerais juste votre perspective, peut-être des idées que vous avez sur c'est quoi les options qu'on peut regarder, la bonne prochaine étape. Ça peut être au niveau de la séquestration du carbone. Est-ce que la conservation de la nature, c'est quelque chose que souvent on pense que ça pourrait être une solution pour peut-être donner plus de valeur à la forêt urbaine? Est-ce que l'implication citoyenne, oui, je sais que vous travaillez beaucoup là-dedans, mais si vous pouvez juste continuer à nous inspirer comme vous l'avez fait, en nous donnant 2 ou 3 avenues qu'on pourrait explorer davantage comme groupe ou comme organisation. Are you okay, Karen? De... It might be easier for me to listen to you in French. It's okay. It's okay. Est-ce- You okay? Yeah, okay. I can start something. Merci. Oui, en fait, dans la région de Montréal, un peu pour reprendre les objectifs de Louise et de ce qui a été cité à Nagoya, de dire si on veut protéger, actuellement, on a 4 %. Si on veut atteindre 12, 17, combien ça coûte si, en tant qu'institution publique, on veut acheter ces territoires-là? Donc, on a fait un petit calcul à l'interne avec certaines ONG, puis c'est quelque chose qui est de l'ordre de 80 milliards. Donc, on se rend compte, évidemment, c'est à peu près le budget du Québec, c'est impossible de se rendre dans une stratégie où on protégerait les milieux naturels par de la pure acquisition. Donc, il faut être plus inventif, puis c'est exactement ce que des groupes comme Conservation de la nature, Corridor appalachien font, c'est d'aller vers des politiques incitatives. De dire, on est dans le sud du Québec, c'est des propriétés privées. Donnons des incitatifs fiscaux, des servitudes de conservation, des crédits d'impôt, de taxes pour changer une zonation de terre, faire une protection de certaines forêts. Donc, il n'y a pas une acquisition de l'institution publique, mais il y a le même objectif de conservation qui est respecté. Ensuite, un peu basé sur les travaux de la Banque TD, de plein de chercheurs qui sont capables de un peu monétiser, de mettre une valeur sur les services écosystémiques que nous rendent les milieux humides, les forêts en milieu urbain, périurbain. On est capable de voir, en fait, que plutôt que d'investir dans des infrastructures grises, on peut investir dans des infrastructures vertes. On peut payer, faire des paiements pour des services écosystémiques. Donc, c'est encore... L'OCDE classait le Canada 31e sur 33 dans les pays un peu audacieux à utiliser ce type de programme et de politique. Donc, il y a d'autres pays, des pays anglo-saxons, l'Australie, l'Angleterre, qui utilisent beaucoup ce type de programme où on dit plutôt que de bâtir une usine de filtration d'eau, on va plutôt protéger le bassin versant qui, naturellement, filtre l'eau dont les communautés s'abreuvent. On va plutôt planter des bandes riveraines pour augmenter la qualité paysagère, la filtration de polluants, plutôt que de payer pour du construit humain. Donc, c'est le genre de type de politique qui est un peu en place, qui se met en place avec, en milieu agricole, on le voit avec le fonds Prime Vert, où on dit plutôt que de soutenir la production alimentaire agricole, on va la soutenir à 70 %, mais 30 %, ça va être pour soutenir des bénéfices collectifs, soutenir des éléments dont tout le monde peut profiter. Donc, tout ça pour dire qu'il y a vraiment des stratégies politiques, que ce soit à une échelle macro de pays, de provinces ou des échelles régionales, municipales, qui peuvent être mises en place pour
pour servir la communauté, faire des bénéfices sur la communauté. Donc, pour rendre un petit peu la conservation rentable. Donc, vraiment de joindre le social, l'environnemental dans une lunette économique. Merci. Moi, je rajouterais un élément. Ce qui serait bien important, c'est que les organismes comme Conservation de la nature ou les autres organismes qui souhaitent voir plus de forêts ne s'auto-censurent pas eux autres mêmes. Qui fixent les objectifs. Si l'argent n'est pas là, puis je le concède, c'est pas facile, on trouvera des solutions. Mais c'est pas à nous de se fixer, de s'auto-censurer parce qu'on sait que ça va être difficile. Alors, cette façon-là, ça nous permet justement d'être beaucoup plus créatifs dans la façon dont on va atteindre nos objectifs. Et puis, un objectif que Corridor Appalachiens a développé en collaboration avec Conservation de la nature, c'est les servitudes de conservation forestière qui n'existaient pas au Québec. Donc, c'est des servitudes de conservation où un propriétaire s'engage à continuer à exploiter sa forêt, mais il s'engage aussi à ne plus jamais la subdiviser pour des habitations. Donc, la forêt reste de la forêt. On peut fixer des objectifs précis sur cette forêt-là s'il y a des éléments particulièrement sensibles pour lesquels qu'on veut protéger ou même on est en train de travailler là, en ce moment même sur qu'est-ce que ça prend, est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il faudrait pour préserver la connectivité dans une forêt exploitée. Mais ce que ça fait, c'est que la forêt n'est pas convertie à un autre type d'écosystème et la forêt reste de la forêt. Ultimement, c'est à ça qu'il faut penser, puis elle continue à nous donner les services et les biens dont on utilise. En Nouvelle-Angleterre seulement, cet outil-là existe. Il y a 2 millions, je vais vous dire en acres, parce que j'ai juste les chiffres en acres, mais ça ne fait pas si longtemps qu'on travaille avec des acres. Donc, 2 millions d'acres en terre protégée, avec peu d'activités commerciales, 8 millions d'acres en ce qu'on appelle des working forest easements ou des forêts, ce qu'on appelle, nous, des forêts productives sous servitude ou des servitudes de conservation forestière. Pour l'instant, au Québec, il n'existe aucune possibilité pour un propriétaire d'avoir un incitatif financier pour mettre ce genre de servitude-là, alors que pourtant, c'est probablement le plus grand service qu'il pourrait nous rendre. Alors, on s'est lancé dans l'aventure. En fait, Conservation de la nature s'est lancé dans l'aventure avec la première servitude de conservation forestière au Québec. Et j'espère qu'ils vont poursuivre dans cette voie-là, parce que ça aussi, c'est une solution pour ne pas être obligé d'acheter tout ce qu'on aurait besoin pour survivre. Merci. Question regarding the monetary aspect of all this. In today's age, everything is driven by greed, and everything is related to the money that people can make out of stuff, whether legally or illegally. I live in Laval, and there's pressure on forests. You see that there's development there. People take from the forest, and in some places they even destroy things that, like the humid. So like they'll just blatantly do things that they know that they're not allowed to do. So some people are greedy. They'll just do whatever they want to make a buck. And in general, corporations follow a model of getting their bonuses. You know, people high up will get bonuses based on how much money that they make, and you know, they'll make their statements to the shareholders and all that stuff, and that's how they get their money. So my question is more, how do we make sure that all those people get the message of why the forests are important, or the people that can make a difference to prevent all these bad people to take over the forest without the public consent? How do we get all of these people to get this message? I love your numbers where you actually put a value to what the forest is giving as a service, and I think that's the kind of message that needs to go out to corporations and cities and
politicians because they talk about money all the time. I think that's... Is that a question for you? Well, I'm not sure. I think the next step is how do we get that to the right people? Léon, merci. I don't think all companies just, destroy to get money, but I hear you. I think that if we want to get results, it's about the same as the climate change right now. How people talk about how can we reduce gas emission, and all agree that if we don't put number on carbon, we will not get it. So I don't think it's so sexy to put money on a forest itself as you do, but I think that's the solution in our system. Certainly, we can share, we can provide right information, but only one small portion of the population will be sensitive to that. So we live in a capitalized system, so we need money as a driving force. So we have to do that in the right way, I think. The climate change is facing about the same. Although some legislation put in place, some regulation right now, it doesn't work because it's not money relevant for the system. So if we think about objective of 50% conservation, as you know, it's very, very aggressive based on the principe de précaution. We will never get it if we don't put money in the game. So I don't know how to do that. It's a really big challenge. Merci. J'ai une question ici. I have a question over here. OK. Oui, certainement. Just to complement, I think a key word here is externalities. We're really good at putting numbers on profits, but not on costs, on social costs. Destroying a wetland to build on buildings and then get revenues, it's easy to do for a promoter. But what is the social cost of destroying that wetland in terms of runoff water control, in terms of biodiversity? Some are starting to create new markets, like biodiversity markets. If you want to, if we allow you to go in that area, you will need to compensate, and not one and one. You need to compensate by 3, by 4, or restore, or you need to create new costs. The cost, the social cost, you need to internalize it, internalize these externalities for the businesses. So this is like new tools, new markets that they're trying to do this, like carbon offsettings, payments for ecosystem services. These are tools, but we also need normative choices. So we need to say that there's a moratorium on wetlands because they are too degraded in the region, so we can't change them anymore. So you won't allow any other development in there. But if you do, there are some other tools that can put numbers on cost. And then, for a promoter, for a business model, you see the real cost-benefit analysis. It's not only benefits, but the cost you need to pay to compensate the whole communities. I'll just add something quickly. Je peux vous répondre en français? Ça va? Je prêchais un peu pour ma... Je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Je suis dans le milieu d'éducation, je suis professeure, donc je crois beaucoup au fait qu'on raising awareness, éduquer les gens. Je ne sais pas comment on arrête les personnes qui sont très greedy, comme vous dites. Peut-être qu'elles ne peuvent pas être arrêtées avant qu'elles subissent elles-mêmes les dommages qui sont causés par les dommages qu'elles peuvent faire à l'environnement. Mais je pense qu'il faut pouvoir former des écologistes qui comprennent le langage des économistes qui comprennent le langage des écologistes. Et c'est dans ce partage-là des connaissances et des perspectives que peut-être qu'on va arriver à des solutions ensemble au lieu de s'opposer continuellement. I think part of the problem is that a lot of the information is in the abstract. It doesn't touch people in a personal way. And I like what the bank is doing in terms of making it real, making it visual, that people can relate to it. But I'm thinking about something that Louise
talked about in this article that she read in the Smithsonian magazine about the conclusion that this gentleman has come to, is that the planet will survive. No matter what we do to it, the planet will survive. I mean, it might be sand, it might be hot, it might not have trees, but it will survive. But it's us that won't survive. We won't survive. And I'm wondering if maybe the marketing, the advertising, the message giving to people around the world should be changed. And instead of trying to only preserve forests, we should talk about really preserving ourselves. And I'm thinking, what kind of photographic project could I do? I mean, we're photographing, species that are disappearing, plants, we're saving seeds, we're doing all of that. But maybe I should do this portrait series of, like the last of the Mohicans, the last of the humans. Because really, if people really start to realize that there won't be a world for their children and their grandchildren, maybe that's a way to make people realize that forests are important, that water is important, that climate change is important, and it will touch them in a very personal way. It's an idea. Merci, Linda. J'ai donc une question ici, Madame. Thank you for your presentation. At this point in history and at this point in my own life, I feel I cannot help but talk about the elephant in the room that nobody bloody well talks about. Okay? Everything, every ecosystem, not just forests, oceans, even deserts, the polar regions, you name it, is being compromised by human activity. More specifically, by human numbers. We are growing at an exponential rate. An exponential rate, exponential growth is not rocket science, it's simple arithmetic. The more we multiply ourselves, the more we double, the faster and faster we do that. And we are already at a point where we are overtaxing the entire ecosystem. And we're teaching people, scientists are out there figuring out ways to make people live longer and all this, and bring more people into the world. It's like adding to the problem. What everybody is talking about here, conservation, is very good. I'm a Nurture Conservancy supporter myself, but the thing is that is at the symptomatic end of the problem. You need to address the causal end of the problem. If we want to talk about it in terms of simple Keynesian economics, supply versus demand, it's all right to educate people into reducing their own footprint, but when you got 12 billion feet running around, it gets bigger and bigger and bigger and bigger, and it doesn't stop. And all the conservation efforts in the world will not mean nothing when we reach a final breaking point. I believe education is a key point in what we're doing. People on every side of the world need to realize what's going on in terms of numbers. One presenter talked about urban sprawl, and I get visions in my head. The minute you wrap those trees around the city, I saw them going straight up, like the image of squeezing a half-empty balloon. You don't solve the problem, you just put it in another direction. There's still more and more and more people. We have to address the cause of the problem. That's basically what it comes down to. Now, a lot of it is when you talk about like urban sprawl, and I'm just using that for an example, there's also the sprawl that supports the sprawl. What about all the agricultural lands that needed to be developed to support all these new suburbanites that are cropping up here and there and there? So it isn't just a person. Every time you put another human being on planet Earth for a 70 or 80-year lifespan, that's a person who is going to be consuming every manner of resource that is available on the planet for that lifetime. And that same person is going to be replacing that with garbage, most of which is non-biodegradable. And that too is adding to the problem. The more and more we talk about people on the planet, in the developed world, that automatically means more cars. In the United States, they have a lot of coal-burning power plants and stuff like that. It means more demand on that. Look at what's going on in the fossil fuel
realm these days. Fracking for gas and everything else. It's insane. We are going to insane proportions. Sylvie, I think that's a question for you. You were meaning about the change in the climate. That's a very good point you raised. From the scientific representatives here, is there any thinking whatsoever about shifting the paradigm from putting Band-Aids on the symptoms to addressing the root cause? Personally, I think it is in manners of education for the public and also in policy change at the level of the movers and shakers. What say you? And thank you very much for your time. Well, thank you for that well expressed. I'm not a scientific, so I will let them respond, but I fully agree with you. That's the root of everything. So as far as we will not address that, I think we're going to be in trouble. So I'll talk about maybe solutions, but I think it's a clear message. And I thought I had given a depressing talk. I don't know what to answer to this question. I don't even dare asking you the solution when you're talking about human growth, human population growth. But like I said, in terms of how we use and abuse resources, I fully agree also that there's a finite amount of resources on this planet, and we are getting close to tipping points in many ways. What can we do? We are here now. We can become aware of our impact on the planet. We can do our best in our time. We can think about the others who will come after us. That's all we can do. I think there are many, many people here who will not necessarily consider themselves greedy or willing to make changes in their life. I completely agree that it's not an easy thing to do. We keep sometimes talking about changes, and we rarely reflect these changes deeply into the way we live our lives. So, I'll have those two more questions, and then I'll invite the others to ask personal questions when we are at the reception time. So, gentlemen first, and lady, you'll have the last question afterward. I'd like to change the paradigm more towards solutions. And I'd like to think in terms of what you've said about overpopulation and in terms of culture and moving from colonial institutional to cultural institutional approaches. And I want to just give a short background, is that just this area here, about 500 square feet, would be about 50 by 50, or say 25 by 20 feet. Just in this area, a good acorn oak tree, and the kind that Jacques Cartier saw when he first came here, could, if it's nourished by the people who live beside it, produce as much as 10 tons of food, of protein and starch. Just in this small area. I'm not talking about back there, I'm just talking about in the front here. And so Dag and I were both involved in what's called polyculture in the indigenous tradition. This same area of agriculture, and the word agir that agriculture comes from means field, it's two-dimensional. This same area of agriculture will only produce 2 to 3 kilograms. I'm talking about 10 tons of protein and starch compared to 2 to 3 kilograms. And those trees, that 150-year-old tree that you talked about, someone had pointed out that there were 150-year-old trees here. Sorry, Luis, yeah. Is that that 150-year-old tree will produce that 10 tons, and it will pump water, mine minerals, constantly renew the soil, and it will keep the rivers flowing constantly. So Montreal Island, before the conquest, had 45 rivers and 10 lakes, and probably 1 billion productive trees and bushes.
Now this what the indigenous people welcomed us into could support a population 10 times what we have today in balance. And so I would strongly, I don't know, has any of your work gone into the indigenous period worldwide or here? That's my question. And the word indigenous, indigène, means self-generating. Oh. So, thanks. Very brief answer to this, because I think it's a topic that we could discuss at length. I know personally in terms of, I'm supervising a group of students, so they are working on urban sustainability, and the first thing we did to understand what we mean by urban sustainability was to go back in time and trying to recreate the history of the island of Montreal. This is a course about urban sustainability using Montreal as a laboratory, and going back in time and looking at how what was there, what was the biodiversity like, and how we changed things to make us aware of our impact in the future also. What were our motivations for changing things, so we can learn from the past to inform the future. So that's all I'll say about that. On oublie souvent quand on parle de biodiversité, on parle, dans la culture populaire, c'est des espèces. Les espèces vivantes, des fois c'est des écosystèmes, des fois c'est des gènes, mais dans sa plus pure définition, biodiversité inclut aussi la biodiversité culturelle. La biodiversité des communautés, des différentes communautés qui ont un regard différent sur la nature. Je pense au peuple lapon qui ont 100 mots différents pour définir la neige, parce que c'est une neige cristalline, humide, c'est une relation différente qu'ils ont avec la nature. C'est des savoirs traditionnels desquels dont on peut beaucoup apprendre. Donc, quand on parle de protéger la biodiversité, je vais dans votre optique, c'est protéger également la biodiversité culturelle. Protéger le savoir traditionnel, c'est l'angle-là. Puis juste pour faire un petit clin d'œil à le terme développement durable, qui est peut-être un peu récent dans l'imaginaire collectif, mais où une grande institution de la science, l'Université Cambridge, quand ils ont construit le pavillon central à la fin des années 1700, donc au 18e siècle, ils ont pris des chênes matures pour construire la grande place d'entrée, et en même temps, ils ont planté des glands en se disant, dans 200 ans, il faudra remplacer ces colonnes-là. Donc, il faut aussi que la science est capable de voir un petit peu dans le futur, de s'en inspirer. Des fois, on n'a pas l'impression qu'on est aussi perméable à ces savoirs traditionnels-là, mais donc oui, la science doit s'en inspirer, doit poser ce regard-là. Merci. Merci beaucoup. Mademoiselle? Okay, I hate public speaking, so I'll just try to be cogent. So what we have is a problem of political will when it comes to anything that has to do with conservation. In Quebec, we do have a certain amount of political will to protect things. For instance, only Quebec and BC has protection of agricultural land, and they do enforce it. This is like a terrible problem in Ontario, where Toronto has melted across the landscape, and it is bigger when you look at a Google map to look at Toronto than to look at New York, San Francisco, Baltimore, anywhere else that has sprawl. Toronto is actually worse. We have an agricultural land protection law that prevents some of that sprawl, but it still isn't strong, because when the fellow behind me was speaking about Laval, we probably know some of the stories of corruption that had to do with making Laval the place it is today. What we don't have the political will for anywhere in Canada is to demand that our municipalities balance the budget so that they don't keep on looking for an improved tax base using the cheap land that agriculture and forests are. I think that is one area that we could apply a lot more force as conservationists all across Canada. The second thing is that we are a growth economy, and growth economy fundamentally is based on population explosion. However, wherever there is a developed economy with a decent quality of life or standard of living, populations do decrease growth
stabilize, and even reverse. All of the developed countries of Europe don't have growing populations except through immigration. So to say that it's like development, that is not such a bad problem. Where we have our increase is through longevity of human life. There are more people on this planet because more of us are living longer. The third thing is right now, when you take a look at the map of Canada, what we have are lacunas of development in a sea of nature. But our paradigms in our head is a lacuna of parkland or a lacuna of conservation in a sea of development. And that is what politicians and business people are working with. What we have to do is we have to shift the attention, because that's actually a distraction, and it does have to do with real estate development too. What we do is we say, is what we've already got, the lacunas of development in a sea of conservation. Let's keep it that way. And then let's disperse some of this heavy urbanization that we already have, because it is the servicing of the cities that is creating the greatest demand on the hinterlands. And that's all I have to say. I'll come to your first issue because I've been involved quite a lot at the municipal level in my own community. And there needs to be a revision of the fiscaliste va pouvoir m'aider. La fiscalité municipale, how do you translate that? Municipal fiscality? No, not the budget. The way the government finances and what they ask from municipalities, because a lot of municipalities would work in the direction that we would love, but can't, because the only way for them to get money, if there's an increase or if they have infrastructure to replace, is in fact to increase development. Now, until that is revised, or the way the government municipality relationship, and the municipalities have been asking that for a number of years. Now, the way you can curb some of that to lessen the impact on municipalities, and this is growing all over the world, but you can start thinking about programs like smart growth or conservation design, where, for example, an individual that would have, and we have now that in Sutton, we have identify an area like over 550 meters, you cannot build houses anymore. Because we realize with climate change, when our ski doesn't have any snow anymore, what we'll have left is our landscape for people to come and see. So 550 meters, over 550 meters, no more construction. And between 350 meters and 550 meters, if you're a landowner or a developer who has 100 hectares, where you could technically put 20 houses on 5-acre lots, we've come up with the idea, and we didn't invent it, that we could give a bonus to densification. So instead of putting 20 houses with 5-acre lot each, you put those houses on 20 hectares and ask for the rest to be in conservation. You get the same amount of money, the same amount of tax money, but your footprint is much less. I can tell we're not in Halifax, because in Halifax, I learned that Haligonians are very shy, and so we actually had trouble getting people out to ask questions, although they're very active after a glass or two of wine, but now I'm worried about people having a glass of two of wine here. There have been some really just amazing ideas put on the table tonight, and I guess just to, because there has been no controversy, to introduce a little bit. We, I think, have to recognize that we are all in this together. And when we talk about those developers and that government, you know what? I know a lot of them are responding to what they see is
our demands. So, I really align with Sylvie around this whole idea that we have to understand what it costs us to live the way we choose to live. And we can't always be pointing fingers at others. It's something that we all have to work on. And I think, I'm hopeful because I do see, especially here in Canada, there is a natural inclination to try and collaborate and to bring usual and unusual partners together. But, I think we can't take ourselves as individuals out of the equation because it's often how we're choosing to live that is driving a lot of what we don't like that's happening. So I just think that's something, with all the great ideas here, let's get ourselves in the middle of it and not outside of it saying let's have others do it. We all need to step up and, I think, do our part and contribute our ideas and change our actions. Anyway, controversy. Well, Karen, I will owe you a glass of wine, and thanks so much for TD to offer us the opportunity to exchange on that topic. And I would like to say a great thank you to all of our guest speakers. You've been awesome. Please. Thank you very much.